Après 4 années de recherche, le projet ANR SCAP1, pour salariés en emploi peu qualifiés, quelle perspective face à l'injonction de devenir acteur ou actrice de leur parcours professionnel, a restitué ses principaux résultats lors d'une conférence finale organisée à Marseille le 6 juin 2024 et intitulée « Quand on veut, on peut, le pouvoir d'agir des salariés en emploi peu qualifié ». Nous vous restituons ici les échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée. Extrait de la table ronde intitulée « Développer le pouvoir d'agir, n'y a-t-il rien à faire ?» animé par François-Xavier Devetter, avec comme participants le collectif CGT de salariés d'une entreprise de gestion des déchets, Ali Chaligui, Katia Piantino, Dominique Villa, Christophe Guiton et Josiane Véraud. Bon, et bien nous allons donc reprendre après cette non-pause que nous avons non faite. Voilà, c'est de l'art de la prétérition. Et donc on va terminer cette journée par une dernière interrogation. Alors je ne dirais pas que c'est une question provocatrice, hein, oui, mais quand même, développer le pouvoir d'agir, n'y a-t-il rien à faire? Et donc on va avoir la dure tâche de tenir plus ou moins le temps, alors qu'on est beaucoup plus nombreux. On est en force par rapport aux échanges précédents, avec une parole importante qui est celle, elle avait été évoquée tout à l'heure, hein, en termes d'attente, celle des premiers concernés, de ceux qui font le travail, de ceux qui sont confrontés à ces emplois et aux combats qui y sont menés à un moment ou à un autre. On va avoir deux temps dans notre dernière session, en quelque sorte, un premier temps autour de réflexion plutôt de cadrage au sens large du terme, avec d'abord Christophe Guiton sur des questions d'articulation entre les droits individuels, les droits sociaux, la responsabilisation, l'individualisation de certains de ces droits. Quelques minutes ensuite pour Josiane sur un cadrage sur les organisations et les logiques organisationnelles. Toujours dans ce premier temps, on aura l'intervention de Dominique Villa, qui est directeur d'une association d'aide à domicile. On a déjà eu des éléments sur le type d'expérimentation qui y sont menées, mais il reviendra plus en détail sur le pouvoir peut déboucher de certains modèles organisationnels. Je suis trop long, on me l'a signifié techniquement. Puis après, on aura un deuxième temps dans notre discussion autour d'un combat collectif, autour d'une lutte, d'une organisation, d'une capacité d'agir collective, à la fois organisée syndicalement et à partir du terrain et avec l'appui de ressources externes et juridiques. Je me tais et je te laisse la parole, Christophe, pour un premier temps. Oui, merci beaucoup. Alors moi j'ai bien conscience que parler de droit à cette heure avancée de la journée, c'est un défi tout à fait intenable, donc j'y vais très tranquillement. On va faire un petit exercice en la matière pour savoir où vous en êtes dans la connaissance de vos droits, parce que moi je parle des droits sociaux fondamentaux, et notamment peut-être qui sont exprimés dans le préambule de la Constitution de notre bonne vieille République française. Par exemple, le travail. Est-ce que c'est un droit ou un devoir? Allez-y, parce que j'ai que 5 minutes, donc... Et ben c'est les deux. C'est un droit et un devoir, donc vous avez perdu. La formation, c'est un droit ou un devoir? Ni l'un ni l'autre. Vous avez à nouveau perdu. Tout ça pour dire que la question des droits, des devoirs, de la responsabilité, de la responsabilisation, de la liberté individuelle, collective, ça se pose dans des termes très différents selon les domaines, en matière de travail, en matière de revenus ou en matière de formation. Je vous donne simplement les exemples tirés de la Constitution, alinéa 5 du préambule. Chacun a le devoir de travailler et le droit de tenir un emploi. Comment ne pas trancher? Mais si vous regardez, et le préambule, il est de 46, au lendemain de la guerre. Et en 48, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, désormais des droits humains, avec un article 23 qui lui dit chacun a le droit au travail, au libre choix de son travail. C'est encore une autre formulation. D'accord? Le droit au revenu. Tout être humain, donc je reviens à la Constitution française, tout être humain dans l'incapacité de travailler, pour des raisons X ou Y, a le droit à des moyens convenables d'existence.
indemnisation du chômage, revenu garanti. Et puis le droit à la formation, alinéa 13. La nation garantit à tous l'égal accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de la formation est un devoir de l'État. Autrement dit, vous voyez l'étagement des droits et des devoirs, des responsabilités individuelles et collectives. Le travail, l'accent est vraiment mis sur l'individu, devoir de travailler en contrepartie d'une responsabilité collective de fournir un emploi à chacun. Revenu de remplacement, droit pour chacun organisé par la collectivité, sous certaines conditions. Et droit à la formation, responsabilité de l'État. Obligation nationale, voilà. Et du coup, la question du rapport juridique individuel, la question de la responsabilisation ne pose pas du tout dans les mêmes termes. Pour aller vite, quand on est dans le champ de l'emploi et de la protection sociale, on est plutôt dans une logique d'articulation des droits et des devoirs. Vous allez revenir. Et l'accent peut être mis plutôt sur le droit à l'emploi, plutôt sur le droit de travailler, évidemment. Quand on est dans le champ de la formation professionnelle et de l'accompagnement des parcours, des mobilités, on est plutôt dans la dialectique des relations entre liberté et responsabilité. On a déjà bien évoqué ce matin à propos du CPF. Deuxième remarque, les politiques publiques, elles sont mises en œuvre à travers le droit. On parle d'instrumentation juridique de l'action publique. Et sur les 20 dernières années, ça s'est traduit par une prolifération des droits sociaux qui ont en commun d'être individualisés et finalisés. Et dans le cadre de Scapin, moi j'ai fait un peu l'exercice d'essayer de faire un peu une typologie de ces droits sociaux. Eh bien, très succinctement, dans le champ de l'emploi et de la protection sociale, on a un premier ensemble de droits sociaux qui sont des droits incitatifs. L'exemple type, c'est le droit à l'accompagnement. Dans le cadre du RMI, dans le cadre des demandeurs d'emploi, des jeunes par les missions locales, il y a un droit à l'accompagnement qui s'est mis en place. Et ce droit à l'accompagnement, il passe toujours par une forme de contrat qui permet d'établir les engagements réciproques, les droits et les devoirs, comme on dit parfois. Voilà, la responsabilisation individuelle par la contractualisation. Et il y a une autre série de droits qui se met en place, notamment par la loi plein emploi de décembre dernier, qui sont des droits conditionnels. Conditionnels, c'est-à-dire que on met des conditions à l'accès aux prestations sociales, et notamment, vous l'avez peut-être entendu avec l'avènement de France Travail, la réforme du RSA, vous avez peut-être entendu parler d'obligation d'activité, d'obligation d'assiduité. Voilà. Le droit à l'accompagnement n'est pas supprimé, mais il est truffé d'obligations, et on passe à un régime de responsabilisation plutôt par la contrainte, par l'obligation. Et dans le champ de la formation, je vous le disais, on est plutôt sur relation entre liberté et responsabilité. On a deux ensembles aussi de droits sociaux. On a des droits que j'appellerais transitionnels en référence au marché transitionnel, où on articule plutôt liberté professionnelle et responsabilité collective. Les exemples, c'est tout simple, c'est le bilan de compétences, la validation des acquis d'expérience, l'entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelle, le DIF, le droit individuel à la formation. L'idée, c'est de garantir la liberté professionnelle des personnes, indépendamment de la discontinuité, on va dire, des parcours, des statuts. Je ne m'étends pas, vous connaissez le mécanisme des marchés transitionnels du travail. Mais il y a un lien entre liberté professionnelle individuelle et responsabilité collective. Et puis la dernière catégorie, c'est les droits patrimoniaux. On les a beaucoup évoqués ce matin à propos du compte personnel de formation. On passe à des droits qui sont dits attachés à la personne, qui sont la propriété de leur individu, qui en ont la liberté d'usage. Et au fond, on fait découler la responsabilité individuelle de la liberté personnelle. Utiliser ou pas son compte personnel de formation, et idem pour un certain nombre d'autres comptes personnel d'activité, pénibilité, aménagement du temps de travail bientôt. Et ce qui est important, c'est que les comptes personnels, ils marquent le retour ou la vengeance du droit civil. Historiquement, le droit social s'est constitué comme une forme de dépassement du droit civil, qui était fondé sur les notions d'autonomie de la volonté, de liberté individuelle, pour justement établir des droits collectifs, garantis collectivement, voilà.
Et donc, en fait, les comptes personnels de formation, sous couvert de sécurisation des parcours par la création de droits universels attachés à la personne, en réalité, contribuent à détricoter le droit social et l'état-providence. Et en conclusion, s'il me reste 30 secondes, je dirais simplement que dans le champ de l'emploi et de la protection sociale, comme dans le champ de la formation, du point de vue des logiques d'action publique, on a le même mécanisme qui s'est mis en place à quelques années d'intervalle. Dans le domaine de la formation, c'était donc la réforme dont on a beaucoup parlé de la loi Pro 2018, la création de France Compétences à l'époque se traduit par une forme de recentralisation de l'action publique, en tout cas de la gouvernance du système de formation, et c'est dans le cadre de cette gouvernance recentralisée que s'opère le passage des droits transitionnels aux droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux ne suppriment pas les droits transitionnels, mais on voit bien que la priorité aujourd'hui, c'est les droits patrimoniaux. Cette conception dans laquelle l'État équipe l'individu pour le marché, plutôt que d'équiper le marché pour l'individu. Et dans le champ du travail et de l'emploi et de la protection sociale, c'est la réforme en cours avec la création de France Travail, qui anticipe et accélère significativement le passage des droits contractualisés aux droits conditionnels. Voilà. Et je dis ça parce que, par rapport à la question du pouvoir d'agir, le tableau est pas extrêmement encourageant. Non, pas extrêmement encourageant, puis surtout que, comme tu le montres, comme on le verra probablement après, il y a les droits que l'on a, puis les droits que l'on doit conquérir, les droits et leur effectivité peuvent être parfois assez éloignés l'un de l'autre. Alors entre les droits individuels et des droits plus collectifs, il y a des organisations, et du coup, sans transition, je te laisse la parole. Oui, alors dire deux mots simplement, parce qu'il y a quelques années, on avait fait un travail avec Bénédicte Zimmermann, où elle, à partir de ses travaux de nature qualitative, et puis nous, avec nos travaux de nature quantitative, on avait essayé de définir ce que pouvait être une organisation capacitante, parce que effectivement, le niveau de l'entreprise, ça compte aussi pour essayer de développer des libertés et une capacité d'agir. Donc, on l'avait défini comme étant une organisation qui était orientée à la fois vers la performance de l'entreprise, mais aussi vers le développement des salariés, le développement de leurs projets. On avait défini, en gros, 5 caractéristiques un peu singulières des organisations capacitantes. Donc, d'abord, c'est une organisation qui est pluraliste, c'est-à-dire que il peut y avoir différentes finalités qui sont attribuées au travail. Il y en a qui veulent faire carrière, il y en a qui veulent s'épanouir, il y en a qui cherchent la reconnaissance, etc. Mais d'abord, une première caractéristique de l'organisation capacitante, c'est qu'elle prête une attention égale, en fait, à la pluralité des finalités du travail. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point qu'on avait mis en évidence, en fait, c'est que c'est une organisation qui est participative. Ça veut dire que sur le lieu de l'entreprise, il y a la possibilité d'exprimer un point de vue, de le faire entendre, de contester et de trouver des appuis collectifs aussi pour porter une voix et donner plus de résonance, en fait, à une revendication. Ça, c'est la troisième caractéristique. La quatrième caractéristique, non, c'est la deuxième, pardon. La troisième caractéristique, c'est qu'elle est développante, c'est-à-dire qu'elle offre une organisation du travail où on peut apprendre des choses, où on peut se former, mais pas seulement dans un but de performance, mais également pour suivre ses propres finalités. Et c'est sur ce dernier point, en fait, d'ailleurs, que l'organisation capacitante se distingue de l'organisation apprenante, qui va certes développer des compétences, mais au service plutôt de la performance de l'entreprise et sans forcément se soucier des projets individuels des personnes. Quatrième caractéristique, c'est une organisation juste, c'est-à-dire qu'elle porte une égale considération à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, quelle que soit leur position dans l'entreprise, quels que soient leurs attributs sociaux. Et puis, cinquièmement, c'est une organisation aussi qui est responsable. Alors, responsable, ça ne veut pas dire forcément se limiter à une conception déclarative de la RSE qui bien souvent est orientée en fait vers des préoccupations environnementales ou du consommateur. Ici, la responsabilité sociale, ça veut dire qu'il y a des pratiques de management, une organisation du travail, une politique de RH qui non seulement est attentive, c'est ce que je disais, à la performance de l'entreprise, mais également des salariés. Mais ça veut dire qu'il y a une mise en place en fait organisationnelle un peu particulière. Alors ça, tel que je viens de la décrire, cette organisation capacitante, elle peut paraître en fait comme un idéal normatif, et c'est un peu un idéal normatif, mais c'est pas complètement une utopie, parce que dans une étude qu'on a menée il y a quelques années,
où on essayait de donner à voir un peu les configurations organisationnelles des entreprises. On avait mis en place 4 types d'organisations. On avait mis en évidence 4 types d'organisations. Et parmi ces organisations, il ressortait des organisations qui avaient des attributs proches de l'organisation capacitante que je viens de décrire. Ça représente 6% des entreprises et à peu près un peu moins d'un quart des salariés. Donc c'est des choses qui existent. Alors on retrouvait ça plutôt plus souvent dans l'industrie ou dans des activités immobilières. Plus fréquemment, mais on le retrouve. Mais c'est pas en fait spécifique à un secteur en particulier. Ça peut se déployer dans plusieurs secteurs. On retrouvait ça aussi plutôt dans des entreprises où il y avait, par rapport à la moyenne des autres entreprises, plus de salariés avec des PCS, enfin des catégories socioprofessionnelles élevées. Mais malgré tout, même s'il y a des catégories socioprofessionnelles élevées, la majorité des salariés dans ces entreprises restent des employés ou des ouvriers. Voilà, donc en fait, il n'y avait pas de déterminisme particulier, c'est juste ça là-dessus que je voudrais finir, par rapport au secteur ou à l'activité ou à la catégorie socio-professionnelle pour mettre en place une organisation capacitante. Merci. Puisqu'on a peut-être une organisation capacitante ou pas, en tout cas, est-ce que tu peux réagir et te positionner éventuellement par rapport à ça? Puisqu'il y avait une question finalement sur le pouvoir d'agir, moi je répondais oui. Donc je suis Dominique Villa, je suis présenté comme le directeur général d'une structure qui s'appelle Eden. Et Eden parce que c'est peut-être un peu le paradis, mais c'est surtout parce que c'est dans l'Aisne et que c'est de l'aide à domicile. D'ailleurs, j'ai constaté qu'en faisant le chemin, il y avait un décalage horaire entre l'Aisne et Marseille, puisque à l'horloge là, il y a 1 heure de moins. Donc je me suis dit c'est bien, mais on a le temps. L'expérience que je peux vous présenter, c'est celle bien sûr de la structure. C'est pas égocentré parce que évidemment cette structure dont je suis directeur général, mais dans la structure on a pris une autre justement avec la transformation, on a pris une autre expérience finalement de cette fonction hiérarchique puisqu'elle n'existe pratiquement plus, ou du moins elle est gommée pour permettre finalement un fonctionnement plutôt polycellulaire. C'est celle de capitaine d'une flottille finalement, c'est-à-dire d'un certain nombre de bateaux qui suivraient le bateau amiral et où chacun peut finalement décider de son chemin et décider d'un certain nombre d'actions et de projets qui amèneraient probablement à cette réflexion du pouvoir d'agir que nous on détermine particulièrement dans la structure par le terme de subsidiarité. Eden, ça a commencé il y a très longtemps, mais c'est surtout que on était une structure qui était remarquée pour avoir fait déjà un certain nombre de projets autour des collaborateurs, avec particulièrement un projet de service qui était centré sur les salariés plutôt que sur les bénéficiaires accompagnés. Déjà cette vision-là, c'était une vision qui finalement permettait d'avoir une observation qui n'était pas forcément liée à l'autonomie, mais au moins à la santé au travail. Et en 2018, on a décidé, alors pour le coup, et c'est vrai que on se pose toujours la question de l'autonomie, mais là on a décidé, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui pensaient que c'était pour le bien de la communauté Eden et de l'ensemble des collaborateurs, qu'il était intéressant d'avoir une nouvelle proposition de travail, ce qu'on a appelé rêve évolution en 2 mots, que je peux reprendre là, c'est-à-dire rêve parce que finalement dans un secteur de l'aide à domicile qui est quand même un secteur où la pénibilité au travail, la santé au travail est très marquée, il pouvait y avoir une part finalement d'utopie autour du changement de paradigme et évolution, parce que justement c'était la proposition de faire évoluer la structure, mais en même temps peut-être de servir de modèle. La révolution, pour reprendre en quelques mots, ça s'appuie sur un élément qui était comment on passe des cercles vicieux d'aide à domicile. Il y en a quelques-uns qui ont été exposés dans l'après-midi, moi je les ai entendus, à des cercles vertueux. Et le principe même, sans reprendre l'ensemble des cercles vicieux, mais
il y a quand même un certain nombre d'éléments qui tiennent à la rigidité des organisations, au manque de pouvoir décisionnel finalement des intervenants à domicile, à un management qui est fait par le contrôle. Alors des fois pas forcément de la direction, mais ça peut être même du financeur, à des politiques gérontologiques hyper éloignées en réalité des réalités, au manque de soutien, à l'isolement professionnel, c'est-à-dire un certain nombre de facteurs finalement qui font de ce secteur-là un secteur où l'attractivité devient un élément de récurrence puisque pénurie de personnel, voire même on peut s'imaginer un peu plus vieux, ou ceux qui en approchent se dire finalement si je commence à être fragile, est-ce que je serai accompagné par des aides à domicile, puisque de nombreuses structures en France, le plus grand nombre d'ailleurs, ne peut plus recruter d'aide à domicile puisqu'il n'y en a pas sur le marché. La proposition de Révolution, c'était finalement de sortir avec 10 leviers, mais qu'on allait actionner non pas un par un, mais tous en même temps. C'est-à-dire se dire, mais finalement, si on veut vraiment faire la révolution, pour le coup, c'est de changer le système et d'actionner tout en même temps. Ces 10 leviers, je vais vous les énumérer, mais en prenant quelques secondes sur la réflexion de ce qu'ils signifient. Le premier, il n'y a pas d'ordre particulier, c'était un plan qualité de vie au travail et qualité de vie personnelle qui était très marqué. C'est-à-dire, on parle particulièrement dans l'aide à domicile de cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et d'ailleurs en ajoutant bien personnel en premier, ce qui permettrait d'avoir une réflexion typique sur quels sont les besoins personnels pour aller vers la profession. Et donc on a travaillé particulièrement un accueil des collaborateurs qui correspond à cette possibilité-là de pouvoir avoir une harmonie dans sa vie, entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. On a travaillé aussi sur finalement la place qu'on appelait précédemment, on l'a entendu tout à l'heure, de responsable de secteur, c'est-à-dire finalement du management intermédiaire. Là, en déplaçant le système, qui était de finalement comment on passe d'un responsable de secteur à un facilitateur, c'est-à-dire finalement à un animateur d'équipe, et donc à considérer qu'il n'y a pas une hiérarchie particulière, mais qu'on fait partie de l'équipe et qu'on est là pour faciliter l'équipe, c'est-à-dire particulièrement comme je dirais toutes les fonctions administratives sont passées à un cadre qui s'appelle fonction ressources, c'est-à-dire comment on est une ressource pour les professionnels de terrain et comment on peut justement les aider, contribuer à répondre aux sollicitations des plus fragiles. Un autre élément, c'était finalement d'avoir aussi une communication qui soit particulièrement forte et particulièrement transparente. C'est-à-dire de considérer que il ne pouvait pas y avoir de caste dans la communication. C'est-à-dire que tout est mis à disposition de l'ensemble des salariés et de se dire que dans ce cadre-là, il n'y a pas une direction, par exemple, ou un comité de direction qui pourrait se dire finalement, ces informations-là ne pourraient être détenues que par le collaborateur. Tout ce qui est lié, par exemple, à la transparence financière, économique et stratégique de la structure est partagé à l'ensemble des salariés. C'était aussi d'y donner comme levier fort une réponse justement à ces aspects de santé au travail. De santé au travail, c'est-à-dire c'est un des secteurs les plus accidentogènes en termes de métier, et c'était de dire finalement comment on va pouvoir réduire ça. Alors ce travail-là, on l'a fait par exemple en engageant directement, ce qui ne se fait pas dans les services d'aide à domicile, une ergothérapeute pour pouvoir travailler sur ce sujet. On a aussi été innovant en créant un dispositif algorithmique qui permet avec un petit module de pouvoir répondre à tout ce qui est aménagement du domicile et qui permet justement d'avoir une réponse particulièrement adaptée aux conditions de vie des professionnels qui vont de domicile en domicile et évidemment sur lesquels ils peuvent assez peu agir. Donc là, ça leur permet d'agir au niveau du domicile, et donc on a répondu par cette capacité-là à la santé au travail. Et d'ailleurs, à Eden, depuis le lancement, le nombre d'accidents du travail a été environ divisé par 5. On a évoqué aussi et travaillé particulièrement sur deux notions qui sont pratiquement identiques, mais
mais qui sont parallèles. C'est des perspectives d'avenir. C'est finalement quand vous rentrez dans la structure, comment on fait pour que vous n'en sortiez pas, c'est-à-dire finalement comment on fait pour que vous puissiez gravir des échelons, pour que vous puissiez changer de métier, pour que vous puissiez vous professionnaliser, vous former, vous qualifier et finalement rêver d'une autre place, d'un autre avenir dans la structure. Et ça va particulièrement avec l'autre chemin parallèle qui est la reconnaissance professionnelle et la valorisation professionnelle, c'est-à-dire finalement aussi considérer que l'espace salarial est un élément fort. Je disais par exemple tout à l'heure que l'aide à domicile était un secteur de temps partiel. À Eden, l'obligation c'est le temps plein, le CDI à temps plein dès qu'on rentre. Donc il n'y a pas de temps partiel, excepté s'il est choisi. Mais il n'y a pas de temps partiel subi, c'est impossible dans la structure. Enfin, on revient sur des notions beaucoup plus là liées au management, avec trois leviers importants. Le premier qui est l'intelligence collective et le pouvoir d'agir, justement, c'est-à-dire tout ce que l'on facilite pour que le collectif soit finalement plus fort que l'individu. Et finalement, on reconnaît très facilement la désobéissance collective si la règle n'est pas bonne et qu'il faut absolument la changer. Et donc, ça fait partie vraiment d'une règle de Eden, c'est changer la règle, c'est elle n'est pas bonne. C'est écrit en gros dans mon bureau, donc on peut y aller. Et deux autres éléments qui sont hyper importants pour la structure, évidemment la subsidiarité, telle que je vous l'ai évoqué tout à l'heure, qui fait en partie place à l'autonomie, mais en vous rappelant que la subsidiarité n'est pas une délégation. La subsidiarité, c'est bien la décision au bon endroit et la possibilité finalement de choisir son organisation, ça peut être même des fois ses bénéficiaires, entre guillemets, ça peut être aussi faire la place finalement dans l'équipe, au collectif, à toute forme de complémentarité, ce qui laisse la place aussi au développement des expertises. Et enfin, le dernier niveau, qui est absolu dans la structure et qui est au fronton de la charte de Rêve Évolution signée par l'ensemble des salariés, c'est la confiance. La confiance, c'est une notion qu'on entend souvent évidemment dans les relations entre dans la responsabilité d'employeur. À Eden, on évoque ça comme une confiance, comme l'entreprise délibérée, c'est-à-dire une confiance délibérée. Et cette confiance délibérée, elle est totalement absolue. C'est-à-dire que la confiance délibérée, telle qu'on le conçoit dans la structure et telle qu'elle est expliquée à tous les nouveaux collaborateurs, c'est pas une confiance liée à la force, mais à la vulnérabilité. C'est-à-dire, finalement, tu peux m'avouer tes fragilités, tes faiblesses, tes manques, ton manque d'expertise, personne n'en profitera. Au contraire, on viendra t'aider, on viendra compléter ce dont tu as besoin, qui va te permettre finalement d'avoir un horizon de vie et de travail. Et c'est dans cette confiance délibérée que se place finalement ce modèle, parce que c'est un modèle qui est lié à la vulnérabilité, à la démonstration de la vulnérabilité, et rien de mieux, effectivement, quand on accompagne des personnes très fragiles, où cette vulnérabilité est essentielle, d'avoir finalement dans cette relation-là la possibilité, pour terminer finalement sur la thématique, que l'ensemble des parties, c'est-à-dire le collaborateur comme le bénéficiaire, ait la possibilité de ce pouvoir d'agir, finalement, qui donne de l'espérance, qui donne des perspectives, et qui donne finalement aussi simplement un chemin de vie. Merci beaucoup. On reviendra sur des points après. Je suis sûr qu'il y aura des questions. On aura notamment peut-être des questions sur certains acteurs que tu n'as pas directement évoqués, que sont par exemple les organisations syndicales, et qui font partie de l'organisation et de l'ensemble. Et peut-être du coup, sans prendre un temps de transition trop long, mais dans ce sur quoi tu insistes, c'est la confiance, c'est un collectif, et un collectif qui inclut toute une série de parties prenantes qui vont des intervenants aux encadrants et à la direction. On va passer à un autre type de structure, à une autre situation où il y a un collectif aussi qui s'est constitué, mais si j'ai bien compris, ce n'est pas tout à fait un collectif avec la direction, mais avec des relations un petit peu plus délicates ou difficiles avec cette direction, et en tout cas dans un tout autre contexte. Donc peut-être on aimerait vous laisser la parole pour revenir sur peut-être l'origine d'abord de la constitution de ce collectif. Comment est-ce qu'il s'est construit? Sur quel problème premier, en quelque sorte, il y a eu besoin de le créer?
soit on donne la parole aux organisations syndicales, soit à d'autres, c'est comme vous voulez, et ça peut circuler. Tout d'abord, on tenait à remercier Alexandra D'Agostinho et Jean-Paul Cadet de s'être intéressés à notre profession et d'avoir contribué à la rendre plus visible, et à toutes les travailleuses et travailleurs qui permettent de rendre visible leur travail et dont on ne connaît pas tous ces métiers qui sont derrière, mais on sait qu'ils ne sont pas tout seuls. Sur l'origine du collectif, on s'est rencontrés sur nos lieux de travail. On avait des lieux de travail en commun, et ensuite on s'est rencontrés en manifestation. Et en fait, ils étaient les salariés s'étaient organisés en autonomie, puisqu'ils travaillaient ensemble depuis plusieurs années. Et ensuite, ils sont allés à la recherche de ressources capacitantes. C'est compliqué de parler en dernier après des chercheuses, des chercheurs, des ex-ministres, Ça peut être difficile pour les chercheurs et les chercheurs aussi d'entendre derrière, donc la difficulté elle est partagée. Du coup, ils ont interpellé en fait, ils ont décidé à un moment donné de se rendre visible et de dénoncer leur situation. Et concrètement, ils sont allés d'une part au commissariat porter plainte, d'autre part saisir l'inspection du travail, saisir les structures territoriales des bourses du travail, mais ils étaient organisés. Et en fait, c'était quand je les ai rencontrés, ils avaient déjà fait leur choix de liberté, leur liberté de choix. Ils sont allés chercher des ressources pour pouvoir agir. Quels étaient les droits justement qui n'étaient pas respectés? Quels étaient les éléments sur lesquels plainte il y a eu, organisation il y a eu? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Katia Piantino, je suis l'avocate du coup qui accompagne les travailleurs sans papier du secteur du déchet, donc le collectif. Il y a plusieurs infractions au code du travail dans cette situation de travail. En réalité, c'est des travailleurs du coup sans papier qui n'étaient pas déclarés et qui travaillaient dans les centres de tri du secteur du déchet en Île-de-France. Donc déjà la première infraction, c'est l'emploi de travailleurs étrangers sans titre, parce qu'un employeur n'a pas le droit d'avoir recours à l'embauche de travailleurs sans titre. La deuxième infraction, c'est le travail dissimulé, dans la mesure où il n'était pas déclaré. Et la particularité de ce dossier, c'est que on était dans le cadre d'une sous-traitance, c'est-à-dire que les collectivités territoriales qui ont la charge du service public de la gestion des déchets délèguent à des entreprises privées la gestion des déchets. Donc là, on délègue justement aux géants, je ne sais pas si on peut les citer, mais... Voilà. Pour ne pas les citer. Auprès de collectivités locales et de donneurs d'ordre que nous ne citerons pas non plus en Île-de-France. Absolument. Et donc, notamment le secteur. Et ces collectivités délèguent à des entreprises privées qui elles-mêmes ont délégué ces métiers, par exemple des agents de tri, des agents d'entretien, des agents de maintenance, des convoyeurs qui je sais plus ce que je disais, qui voilà, donc ça fait l'objet d'une sous-traitance à la chaîne, et cette société sous-traitante auquel les géants du secteur du déchet faisaient appel ne déclarait pas ces travailleurs sans papier, étrangers sans titre de travail. Et dans la mesure où ces métiers qui étaient occupés, ces fonctions qui étaient occupées par ce collectif de travailleurs sont des fonctions cœur de métier,
qui normalement ne doivent pas faire l'objet d'une sous-traitance. Là aussi, on est sur une infraction de prêt illicite de main-d'œuvre et de marchandage. Alors désolé pour les termes un peu juridiques, un petit peu difficiles, mais pour illustrer, en réalité, en gros, on est sur de la fausse sous-traitance. C'est des métiers qui ne doivent pas faire l'objet d'une sous-traitance. Par exemple, la sous-traitance classique, si je reprends l'exemple de ce que j'ai vu ce matin devant le CEREC, il y avait des jardiniers qui passaient à la tondeuse. Donc là, j'imagine que c'est un contrat de sous-traitance dans la mesure où le personnel du CEREC le jardinage ne fait pas partie des fonctions cœur de métier au sein du CEREC. Donc, ils font appel à un sous-traitant qui apporte une expertise particulière et qui fournit l'équipement de travail. Donc, c'est pas le CEREC qui va fournir la tondeuse, c'est cette entreprise qui met à disposition ces travailleurs. Et bien là, on n'était pas du tout dans ce schéma-là. Et le fait que ce soit des fonctions cœur de métier qui sont déléguées dans le cadre de cette sous-traitance permet de faire des économies pour les donneurs d'ordre, puisqu'ils n'ont pas à embaucher en CDI ces travailleurs. Ils font donc l'économie des charges sociales. Donc là, on est sur le but lucratif spécifique du coup à cette infraction de prêt illicite de main-d'œuvre et de marchandage. Donc voilà un petit peu pour les aspects techniques. On voit le type de droit très très concret qui n'était pas respecté, mais à quel moment le non-respect de ce non-respect de ces droits, on passe à l'idée on va constituer un collectif. Quel est le facteur déclenchant, quoi? Quel est le moment, le truc qui fait que je passe du c'est pas normal à collectivement on va lutter contre quelque chose qui est pas normal. Bonjour toutes et à tous. Le collectif il s'est créé d'après un accident de travail que un de notre collègues il a eu sur son lieu de travail et voilà, il y avait personne avec lui, il y avait personne à côté de lui, il a eu son accident de travail, il n'a pas été reconnu par la direction ni par tout le monde, même par la direction du donneur d'ordre aussi. Du coup, il a eu son accident de travail. En même temps, il a eu un licenciement dans le même jour. Et à cause de son accident de travail, ils ont dit qu'il a ramené des fausses papiers. Et c'est le donneur d'ordre qui lui a demandé de ramener des fausses papiers. Et du coup, c'était là où ça a commencé le débat et il a commencé à nous appeler, à nous rassembler. Et c'est lui qui a commencé à partir voir les inspections de travail, la CGT et tout, et voilà, et il a ramené que des bonnes personnes avec nous, et tout, les collègues qui veulent dénoncer leur situation, leur vraie situation de travail, leurs conditions et ce qu'ils ont vraiment subi pendant presque 4 ans avec cette société. Dans ces conditions-là, quelle est l'attitude ou la réaction de l'encadrement, et notamment de l'encadrement de proximité intermédiaire? Dominique, tu disais, dans le cadre d'Eden, on a la volonté d'atténuer les hiérarchies. Dans quelle situation on est là? Comment réagissent les agents de maîtrise, ceux qui sont les chefs de proximité en quelque sorte? Est-ce que c'est des soutiens, est-ce que c'est du support, ou est-ce que c'est du contrôle? En fait, il y avait différents métiers et les relations, les liens de subordination, ils étaient différents en fonction des technicités et des métiers. Donc, c'était les métiers, je vais vous les citer très brièvement. C'était les métiers du tri, de la conduite d'engins, de la maintenance, de l'entretien des infrastructures, de la gestion des entrées et des sorties. Tous les métiers cœur de métier, en amont jusqu'à l'aval opérationnel. Et donc sur les métiers qui sont à la chaîne, comme les métiers de trieurs et de trieuses, les chefs des sous-traitants avaient les compétences suffisantes pour donner les consignes de travail. Alors que dans les métiers tels que la conduite de pont roulant ou la conduite de grappin ou la conduite d'un incinérateur,
D'ailleurs, il y a ici parmi nous des personnes qui ont participé à la mise en place de Arianeo à Nice, de la métropole, qui est très récent. Ce type de métier, en fait, nécessitait des compétences particulières pour donner des consignes. Donc, dans ces métiers-là, c'était les chefs, souvent les chefs d'équipe, les responsables de maintenance, les responsables d'exploitation, voire les directeurs d'unités opérationnelles, les directrices d'unités opérationnelles, qui donnaient les consignes. Pas pour les directeurs et les directrices, ils donnaient les consignes sur l'approche de la sécurité. Donc il y avait différents niveaux. Donc en fait, ils se retrouvaient avec des chefs sous-traitants qui leur disent où tu vas travailler, quand tu vas travailler, et les chefs des donneurs d'ordre qui vont dire comment on va travailler. Ouais, si. Pas mal. De la même manière, on a évoqué tout à l'heure la question, avant que tout le monde soit là, donc on va y revenir, sur la question tu l'as montré également, on est dans des logiques de sous-traitance. Et on a vu dans la table précédente, pendant la session précédente, la sécurité privée, c'est la sous-traitance, la propreté, c'est la sous-traitance, etc. Donc, ces logiques de sous-traitance sont souvent génératrices de plein de problèmes. Dans votre situation, quelle est la communauté de travail en fait? Comment est-ce que les autres collègues en dehors de l'entreprise, mais présents sur le site, apportent ou constituent ou non des ressources, des aides, des soutiens? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a moyen de s'appuyer sur les collègues, ou en tout cas c'est les salariés du donneur d'ordre, les salariés des autres acteurs du site? Est-ce que ça peut potentiellement être des ressources? Comment on peut reconstituer ou constituer une forme de communauté de travail au-delà de la structure purement juridique de la boîte, de l'entreprise en question? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que... En gros, c'est pas ma question, je l'ai mal posée par ailleurs, mais l'idée c'est, vous êtes dans une situation de sous-traitance. Donc vous êtes avec des relations avec d'autres entreprises, avec d'autres travailleurs qui appartiennent à d'autres entreprises d'un point de vue juridique. Quelle est la relation avec eux? Est-ce que ça peut être des soutiens? Est-ce que ça peut être des supports? Est-ce qu'il peut y avoir une présence syndicale dans ces entreprises donneurs d'ordre qui viennent vous aider? Ou est-ce qu'au contraire, elles disent, bah non, désolé, moi je suis Veolia, vous êtes NTI, chacun chez soi, chacun sa merde, si vous permettez l'expression. En vérité, c'était le contraire. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait rien du tout. Eux, ils ont été contre nous. C'est eux qui nous ordonnent de faire tu vois, ils accélèrent les cadences. Nous, avant, on a été des trieurs. On fait du tri à la main et tout. Et du coup, il y a deux groupes. Il y a le groupe du matin, c'est les salariés du donneur d'ordre, et le groupe de l'après-midi, c'est nous. Et du coup, eux, ils travaillent avec une cadence plus bas, et quand c'est nous, ils accélèrent les cadences, ils arrêtent même pas. Des fois, quand il y a des arrêts techniques et tout, ils nous foutent par terre, on balaye, et voilà, on pourrait même pas parler, on pourrait même pas s'exprimer. Et c'est même les chefs du donneur d'ordre, c'est eux qui choisissent, voilà, s'ils voient quelqu'un qui travaille pas bien, ou il y a quelqu'un qui essaie de parler un peu trop et tout, et ils le virent. Du coup, ils décident d'envoyer un mail à notre boîte, et je voulais pas voir cette personne le lendemain et tout, parce que, voilà, ils commencent à foutre le bordel un peu entre les collègues et tout. C'est eux qui veulent, c'est eux qui ont la force, et c'est eux qui décident ce qu'on doit faire, et on devrait pas parler, on devrait travailler, et voilà. Et nous aussi, on travaille, on parle même pas, et parce qu'on a peur de perdre notre salaire, notre travail et tout. Si on travaille pas, on paie pas nos loyers, on n'a pas à manger, c'est ça. Et du coup, c'était le contraire. Du coup, peut-être qu'un des appuis qui est arrivé, c'est l'appui syndical, l'appui des organisations syndicales. Comment ça s'est organisé? Comment c'est apparu? C'est dans un deuxième temps? Qu'est-ce qui a permis cette mise en relation? Et qu'est-ce que ça a apporté ensuite à l'ensemble du mouvement? Moi, de ma position,
les collègues sans papier, ils n'étaient pas visibles. Pour deux raisons. La première raison, c'est que dans l'organisation du travail, notre employeur les faisait travailler en dehors de nos temps de travail au nôtre. Donc on ne se croisait pas, d'une part. Sauf dans certaines sociétés où il les mélangeait, notamment à Trivalo 92. Pas près. Mais sinon, par exemple, Suez et Veolia, des équipes distinctes. C'était les plus significatifs. Il y avait également Urbasia. Ensuite, il y a ça, l'organisation du travail, qui ne nous permettait pas de nous organiser collectivement. Donc c'est ça la question, c'est comment on s'organise collectivement dans le fait d'avoir différents socles sociaux et différents statuts au sein d'une même organisation de travail. Comme j'ai bien entendu. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a ce paramètre-là. Après, il y a le paramètre aussi, ou le vecteur, ou je sais pas comment le dire, c'est que je suppose que les salariés, les sans-papiers, en fait, ils viennent pas nous interpeller par peur d'être dénoncés, que ce soit par les salariés, que ce soit par les chefs, ou que ce soit par les délégués, qui que ce soit. Parce que je suppose qu'il y a cette habitude de vivre caché, de vivre la peur du contrôle. Et du coup, on crée certainement des réflexes pour se protéger là. Et du coup, on les duplique dans l'environnement professionnel. Donc, du coup, les outils de défense individuelle et collective, il faut vraiment, il faut faire un choix. Comme vous aviez dit ce matin, c'est là où faire bouger les lignes. Donc après, parmi les portes où ils ont tapé, ils ont tapé à la porte du syndicat, notamment le salarié qui a eu un accident du travail. Et à partir de là, ça s'est mis en musique, puisqu'on a commencé à se rencontrer, à parler, à casser les cloisons entre nos différents socles sociaux. C'est-à-dire, nous, on est du privé, eux, ils n'étaient pas déclarés. Ils avaient un socle social de pas déclaré. C'est-à-dire en dessous de la convention collective, en dessous de la loi. Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être justement, Dominique, revenir sur... je t'avais annoncé, je t'ai laissé le temps de te préparer, je suis sympa. Sur le rôle des organisations syndicales, on voit bien qu'on est dans des situations très différentes. Là, l'organisation syndicale, elle est plus que vitale parce qu'elle doit s'opposer à une certaine adversité, pour pas dire autre chose. Dans le cas d'Eden, c'est pas tout à fait la même situation, mais comment on associe, comment on met en musique aussi tout ça? On essaie que ça soit aussi harmonieux que Révolution, c'est-à-dire que la place des organisations syndicales dans la structure sont une forme, moi, que je considère comme finalement de contre-pouvoir, c'est-à-dire finalement on a la possibilité grâce au CSE de pouvoir faire des propositions qui vont dans le chemin dans le chemin de la transformation et d'être dans une forme que je le disais tout à l'heure de désobéissance si elle est collective et si elle apporte un vrai bonus aux collaborateurs de la structure, aux partenaires, aux bénéficiaires qu'on accompagne. On a 2 sections syndicales. Donc elles sont pas négligeables, elles ont été créées justement parce que il y avait un véritable soutien de la responsabilité collective à se dire c'est intéressant de vous avoir, et puis justement parce que c'est plus facile aussi pour négocier, parce que c'est plus facile pour avoir des accords d'entreprise par exemple, et on travaille vraiment. Je le dis pas clairement, mais on travaille vraiment main dans la main. C'est-à-dire que la sensibilité qu'on peut avoir de la responsabilité de l'employeur, elle va dans une responsabilité sociale. Elle peut pas être divergente avec ça. Ça veut pas dire qu'on dit oui à toutes les demandes, mais quand on dit non, on explique pourquoi, on explique un calendrier, on se dit voilà ce qui pourrait être prioritaire dans les chemins. Voilà même des fois comment on déroge à une règle du droit du travail, tout simplement parce qu'elle est plus intéressante pour l'ensemble des parties. On essaie de représenter finalement le côté syndical comme un appui réellement à la direction. Déjà peut-être aussi pour bien marquer les choses, c'est-à-dire que des fois on peut avoir aussi des ambitions mais qui peuvent être contraires, par exemple aux volontés d'expansion d'un individu ou des collaborateurs ou d'un collectif.
Et donc l'important, je pense que c'est le bon terme pour Eden, mais c'est d'être le plus harmonieux possible, c'est-à-dire d'avoir des relations qui sont constructives et qui permettent à la structure d'avoir une assise sociale forte qui assure aussi sa performance et sa pérennité. Si, peut-être une autre question aussi sur alors, contrairement à d'autres secteurs, l'aide à domicile n'est pas directement en sous-traitance, mais il y a quand même une forme de dépendance à un financeur. Il y a quand même une forme il y a un donneur d'ordre, c'est quand même le conseil départemental largement en partie. Comment ce donneur d'ordre reçoit les transformations organisationnelles? Comment est-ce que on contourne cet obstacle d'avoir une multitude d'une chaîne, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire une chaîne d'ordre qui viennent entre un budget CNSA, un département et une association au final. Est-ce que c'est un blocage du coup sur les logiques de capacité à mettre en œuvre ou au contraire une ressource potentielle? Ça devrait être une ressource, c'est-à-dire dans le sens d'une collaboration qui peut être réfléchie, tel que je le souligne souvent au président du CD ou aux élus, voire même aux techniciens, qui est de dire finalement une partie du pilotage gérontologique, c'est-à-dire des citoyens qui se fragilisent sur ce département de l'Aisne, est dans vos mains, et on est une forme de délégation de votre responsabilité, sachant que vous avez la responsabilité des aides sociales. Ça serait super si c'était réellement entendu, c'est-à-dire qu'il y ait une confrontation qui amène à se dire finalement l'aide sociale ce n'est pas une dépense mais c'est un investissement. Mais on sait très bien que malheureusement les départements considèrent que c'est une dépense. D'ailleurs on appelle ça dépense sociale, alors que c'est plutôt un investissement social. Et donc on se confronte à ce niveau-là évidemment aux carences du financeur, aux carences de l'État. Qui évidemment qui paye pas bien non plus les départements, donc ils jouent pas le jeu non plus, et donc on se retrouve face à quand même à des oppositions, je dirais presque philosophiques de notre développement, de notre transformation, mais pas pour conclure parce que ça c'est pas conclusif, mais par contre moi je m'en fous. Je veux dire que ça m'empêche pas de faire ce qu'on a envie de faire. L'investissement de cette transformation était colossal, a été supporté sur les fonds propres de la structure. Ça l'a fragilisé, ça nous rend vulnérables, mais la vulnérabilité c'est beau, et ça nous rend aussi plus fort parce qu'on a construit quelque chose où tout le monde va dans le même sens. Et chaque fois qu'ils me disent quelque chose qui moi m'apparaît comme une injonction contradictoire, je la balance. En disant je m'en fous, et on sera plus fort qu'eux. Je crois qu'il y avait un des objectifs de cette dernière session, si je ne fais pas d'erreur, c'était de finir aussi sur une note un peu positive, c'est-à-dire sur l'idée que dans ce CAPA, vous avez vu beaucoup de choses parfois difficiles, délicates, des secteurs dans lesquels les conditions de travail, d'emploi étaient difficiles, le pouvoir d'agir n'était pas tout pleinement et à 100% au rendez-vous, mais de terminer sur des situations, des organisations où il y avait quand même des changements qui pouvaient être faits, des changements qui pouvaient être obtenus. Tu nous as montré dans le cas de l'aide à domicile qu'il y a des petits bouts d'espoir et que ce n'est pas que de la souffrance, je suis d'accord avec toi. Dans votre cas, il y a un collectif qui s'est monté, il y a quand même une lutte qui a été menée et des gains qui ont été obtenus. Peut-être terminer, et avant de redonner la parole à la salle et à des questions, que vous reveniez sur ce que vous avez obtenu. Qu'est-ce qui a été gagné? Qu'est-ce qui a été le résultat de l'organisation? On a gagné la protection sociale, notamment les frais de santé, avant on ne pouvait pas se soigner. On a gagné des conditions de travail équitables vis-à-vis des autres salariés. On ne nous appelle pas la veille pour le lendemain, on a des postes fixes. On a gagné grâce à son travail. On a les mêmes garanties que les autres salariés, notamment le paiement des frais de transport. Avant, on n'avait pas de congé.
On est payé. On a gagné nos droits. Mais on a gagné de marcher la tête haute et de notre dignité. Merci. Et si je peux me permettre, et l'étape d'après? Il a dit ça fait déjà 3 ans que on a subi trop et là c'est le moment que on a travaillé sans congé payé, sans si on tombe malade, on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a rien du tout. Du coup, si on tombe malade, c'est pas possible de dire je pourrais pas venir au travail. Du coup, le lendemain, même si t'as le Covid, il faut que faut venir au travail. Et du coup, tu travailles samedi, dimanche, toute la semaine et t'es rémunéré t'es rémunéré à 60 €. Faut dire, hein? Et des fois, on travaille le matin, des fois on travaille le soir et on enchaîne directement le matin. On travaille de 22h jusqu'à 5h et de 7h, on enchaîne sur un autre site de 7h jusqu'à 14h. Et sans arrêt, sans rien du tout. Et si on n'accepte pas, du coup, le long de la semaine d'après ou le mois prochain, on travaille pas. Et ils ont trop subi, c'est mes collègues. Ils ont été trop stressés, il y avait trop de pression sur eux. Et avant, ils dormaient pas, tout le temps, ils pensaient à ce qu'ils vivent dans leur journée et tout. Et des fois, si on travaille, on tombe malade, on vient pas, et du coup, on tombe malade aussi une deuxième fois, parce que si on travaille pas, on n'a pas d'argent, on pourrait pas payer mon loyer, du coup, on pourrait même pas manger, et on dort dans la rue. Ouais. Avant, on a été payé en espèces, des fois, on a été payé par virement d'après des sociétés taxi, si on peut dire. Oui. Et du coup, même des fois, on travaille sur des autres sites, sur des sites en région parisienne. Et du coup, c'est nous qui payons le lavage du trafic qui nous ramène au site. Du coup, on paye 10 € pour chacun pour qu'ils soient lavés. Des fois, on fait même des dîners pour les donneurs d'ordre pour qu'ils nous acceptent le mois prochain. On 10 € de notre salaire pour que, voilà, on donne un petit, voilà, c'est notre chef qui nous donne ça. Et voilà. Des fois, notre chef, il nous appelle pour aller faire le ménage chez lui à la maison pour que je travaille la semaine d'après. Et gratuit, hein. C'est pas payant. Le ménage, c'est gratuit. Pour travailler la semaine d'après. C'était pour finir sur une note positive. On avait Et des fois, quand tu revendiques tes droits, tu essaies de parler, tu dis que ça c'est pas normal, et ça c'est pas normal, et ça c'est pas normal. Bah, la semaine prochaine, tu travailles pas, et t'es obligé de fermer ta gueule, tu travailles, et faut rien dire, faut pas faire des commentaires, même si tu tombes malade, faut venir au travail, les chefs, ils nous insultent tu vois, quand on travaille et tout, les chefs, ils viennent, ils nous insultent, ils disent, va, travaille-toi, et tu vois, ils nous appellent, ils disent des mots, ils disent des insultes, et je vais pas dire ça. On a été traités comme des esclaves, on a été traités comme c'est de l'esclavage moderne en même temps, c'est de l'esclavage à l'ancienne aussi, et jusqu'à maintenant aussi, ils subissent ça. Là, ils ont eu leur embauche, leur régularisation et leurs droits, et jusqu'à maintenant, ils subissent un petit peu ça avec les donneurs d'ordre. Et du coup, ce qu'ils subissent encore, une pression, surcharge, parce que
Nous, on est un collectif que, voilà, on a fait une action, et d'après cette action, on a eu notre régularisation et on a eu notre poste. Et jusqu'à maintenant, il y a encore un peu de pression et tout, ils nous considèrent comme les anciens salariés avec NT. Et quand voilà, on commence à revendiquer nos revendications, on dit que on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Et ils nous disent, avant vous faites ça avec NT, pourquoi vous faites pas maintenant? Et du coup, ils nous mettent de la pression et même le salaire aussi, c'est pas trop. Faut dire la vérité. C'est pas comme les autres salariés. On a commencé avec le plus bas coefficient, c'est pas comme les autres. Même si on a travaillé pendant 3 ans avec eux et on a donné trop pour eux et jusqu'à maintenant ils sont pas encore ils ont fait des travaux sans sécurité, sans, comme on dit, des travaux en hauteur, sans harnais. Ils ont subi plein de trucs et du coup si on parle une journée, ça se termine jamais. Et je donne la parole. Merci beaucoup. Ali, peut-être si tu veux ajouter un mot, sinon je propose qu'on donne la parole à la salle. Éventuellement, vous reviendrez dans d'autres questions, aussi d'autres éléments. La parole est à vous. Là, en 3. Ça répond à votre question, puisque en fait tout ça c'est fini. Donc en fait on a obtenu que ça s'arrête. Voilà, et en fait c'est compliqué de répondre à la question en disant en fait on a gagné de redevenir à la normale, entre guillemets. Mais néanmoins le passé il nous rattrape. Ça a été évoqué. Et en fait pour que ça s'arrête, il a fallu qu'on s'organise comme des travailleurs et des travailleuses avec papier, c'est-à-dire sur et en fait mais on s'est inspiré de ne pas faire autrement dont ils nous ont transmis et en fait on a dupliqué ce mode opératoire. Notre syndicat, il a dupliqué ce mode opératoire avec l'aide de professionnels et territoriales au sein de nos entreprises. Du coup, je vais appeler les activités où est travaillé. Et on a articulé en fait cette action syndicale mais après avoir construit un dossier juridique. On a articulé l'action syndicale pour amplifier le rapport de force et pour pas qu'on se retrouve nous-mêmes au tribunal pour diffamation. C'est pour ça que j'ai pas de difficulté pour citer qui nous envoie au tribunal, il n'y a pas de souci. Donc en fait, là où on a fait bouger les lignes, c'est qu'en 2007-2008, on faisait la grève, on occupait nos usines et on se retrouvait au tribunal pour occupation illégale. Aujourd'hui, on a occupé l'usine et on a envoyé nos employeurs au tribunal en 2023. Bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant et merci pour votre courage, c'est très beau à voir. J'ai 3 questions, mais très rapides. Dans le litige que vous avez engagé, je parle à l'avocate que vous êtes, dans le litige que vous avez envoyé, est-ce que dans la chaîne de responsabilité a été incluse la collectivité locale, qui est quand même la donneuse d'ordre initiale? Ensuite, est-ce que il y a eu un risque pour les salariés sans papier du sous-traitant qu'ils aient des dommages collatéraux liés au litige de type, je sais pas moi, licenciement ou pire en fait au QTF, c'est-à-dire que est-ce que le litige n'aurait pas pu révéler leur présence entre guillemets clandestine sur le territoire français qui aurait pu mener à une expulsion? Et une dernière question, je serais très curieuse de savoir comment individuellement les trieurs et trieuses de déchets que vous êtes ont été recrutés, par quel réseau le recrutement informel en fait a eu lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, sur les collectivités, c'est très intéressant parce que ça va me permettre de vous expliquer que la sous-traitance
permet la dilution des responsabilités. De sorte que, malheureusement, il n'y a aucun texte dans le texte de loi français qui permette aujourd'hui d'engager la responsabilité des collectivités territoriales lorsqu'il y a des situations comme ça de travail dissimulé dans le sous-traitant du sous-traitant. En revanche, on arrive quand même, on va essayer, en tout cas c'est l'objet de l'action prud'homale, ça va être de engager la responsabilité au moins du premier échelon de sous-traitance, c'est-à-dire des donneurs d'ordre. Là, on a des fondements juridiques dans le Code du travail, c'est les obligations de vigilance qui imposent en fait aux donneurs d'ordre de vérifier tous les 6 mois l'absence de travail dissimulé chez le sous-traitant auquel il fait appel, et de vérifier qu'il n'y a pas d'étranger sans titre chez le sous-traitant. Et la conséquence du manquement à cette obligation de vigilance, c'est la solidarité financière. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas simplement le sous-traitant qui est condamné au dommage et intérêt, au rappel de salaire, mais solidairement le donneur d'ordre. Donc là, on a cité Veolia, enfin les géants du déchet qui du coup sont responsables au même titre, en tout cas financièrement. Mais on n'arrive pas à remonter à l'échelon des collectivités, effectivement. Sur la deuxième question sur les risques d'OQTF, là je vais peut-être donner la parole à Aïe, mais effectivement ça c'était un élément, une variable qu'on a pris en compte et qui était très difficile à gérer. Est-ce que je te laisse intervenir? Les dommages collatéraux, on a appelé des journalistes pour que ces dommages collatéraux soient visibles, des politiques et des délégués syndicaux des entreprises concernées pour légitimer les salariés et pour témoigner que c'est nos collègues de travail. Et donc du coup, en fait, c'est compliqué pour un employeur de renvoyer ses salariés au tribunal ou en se fait répression alors que la valeur ajoutée de l'entreprise. Et on est en capacité de l'expliquer. Et du coup, mettre en lumière cette injonction, donc oui, le risque, mais il était mesuré. Après, la CGT, on contacte les renseignements généraux, on fait les choses dans le cadre légal, en fait. C'est un conflit social. C'est un conflit de travailleuses et de travailleurs. Donc le code du travail, il s'applique à eux, à elles. Le code de la sécurité sociale, il s'applique à eux, à elles. On était dans le cadre de respect de la législation. Concernant les recrutements, ils sont faits à la Fédération nationale des syndicats du transport, à la CGT. Les DRH, ils se sont pointés et ils les ont embauchés. Les recrutements chez MTI ou les recrutements chez les donneurs d'ordre? Ouais, chez MTI, ça revient en fait à votre deuxième question. En fait, d'où la difficulté aussi de communiquer, c'est que de la part de la hiérarchie de MTI, il y avait des menaces, des agressions, du chantage. Donc du coup, c'était compliqué comment ils ont été recrutés. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait une particularité quand j'ai constaté quand j'ai fait les entretiens. Le directeur général de NTI, aujourd'hui Air Environnement, son lieu de naissance, il est à moins de 200 km de 80% du lieu de naissance de tous les salariés de son entreprise. Après, moi, je sais pas comment il les a recrutés. Après, si c'est possible, hein, juste peut-être qu'individuellement, si les personnes sont d'accord, ou si c'est pas trop confidentiel, évidemment, hein, mais voilà, comment chacun a été recruté en fait. Merci beaucoup. Je vais parler du recrutement de ma collègue. Du coup, elle a été recrutée par une copine à elle qu'elle connaissait tout. Et cette copine à elle, elle a vu un salarié de donneur d'ordre. Et après, le salarié de donneur d'ordre, il a vu un chef de notre sous-traitance, notre boîte sous-traitance. Et c'est lui qui a accepté, il a recruté directement parce qu'il sache que c'est une sans-papier. Du coup, NTI, c'était une société qui recrute que les sans-papiers, parce que les gens avec les papiers, ils vont pas accepter ces conditions et ces rémunérations.
Et même c'est le salarié du donneur d'ordre, c'est lui qui l'a ramené le premier jour au travail. Vu que eux, ils travaillent bien, ils souffrent et tout, c'est pour ça, et ils nous ont laissé et tout. Faut souffrir pour manger, hein. Et chaque année, il lui dit que, voilà, des fausses promesses que l'année prochaine, je te déclare pour que je te fasse les papiers et tout, et jusqu'à maintenant, il n'a pas déclaré et tout. Ils ont abusé d'elle, et je comprends. Ah. Lui, pardon, désolé. Lui, c'était un boucher qui l'a recruté. Du coup, c'était un boucherie, un boucher qui travaille, ouais, dans une boucherie et tout. Lui, il achète là-bas et tout, et il a demandé le travail au boucherie et tout, et il lui a dit, du coup, je vais te demander quelqu'un. Et vu que c'est son ami et tout. Et un jour, il a venu un de nos responsables de notre société, ex-société NTI, et du coup, c'est le gérant et tout. Et il a parti pour acheter de la viande, du coup, il lui a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un... L'autre, il lui a demandé, il y a quelqu'un qui cherche le travail et tout, est-ce que tu peux l'accepter et tout. Et voilà, c'est là où c'était sa rencontre avec lui. Pour Hassan, comment t'as été? Et pour un de nos collègues, c'était quelqu'un du Maroc qui le connaît là-bas, c'est lui qui lui a fait le contact avec le responsable, le gérant. Merci. Je vais d'abord demander à l'avocate quelle avait été la condamnation de l'entreprise en dehors de l'obligation de reconnaissance et de normalisation des contrats. J'aurais aimé qu'on cite vos prénoms, au moins, à tous. Et je voulais vous demander ce que cette lutte, ce combat a créé entre vous. Est-ce que vous vous connaissiez déjà tous très bien avant l'action, ou bien ça vous a rassemblé? Est-ce que vous êtes devenus amis? Est-ce que avec d'autres collègues, voilà, vous avez formé un groupe? Est-ce qu'il y a eu des formes de solidarité entre personnes? Et puis peut-être nous dire comment vous voyez votre avenir dans 10 ans, par exemple. Alors, sur le volet juridique, le litige est toujours en cours. Il n'y a pas eu de jugement encore rendu. Pourquoi? Parce que c'est déjà la justice est de manière générale très engorgée dans les conseils de prud'homme, et parce que là on est sur des aspects, on est confronté à des problèmes techniques de preuve en fait du travail, dans la mesure où comment on prouve qu'on a travaillé, pour certains depuis 2017, comment on prouve qu'on travaille sans contrat de travail, sans fiche de paye. C'est très compliqué. Et moi, la première fois que je les ai rencontrés, j'en ai vu un ou deux et ils m'ont apporté 3 photos. Et pour un petit peu, je pense que Ali est un petit peu modeste sur l'apport du syndicat dans ce dossier, dans la constitution du groupe, mais en fait ça a été fondamental. Il y a eu un avant et un après. À partir du moment où Ali est intervenu, il a fait un travail de terrain remarquable pour fédérer le groupe et leur redonner un espoir et leur enlever cette peur de revendiquer, parce que eux ils étaient habitués, comme ils vous l'ont raconté, à la sanction lorsque ils osaient réclamer des meilleures conditions de travail. Les sanctions on le prive de travail. Donc il a fallu faire tout un travail extrêmement long, à la fois de constitution du groupe, mais aussi de recueil des preuves. Et ce groupe a permis une mutualisation des preuves aussi, c'est-à-dire que maintenant on a des dossiers très épais pour prouver la réalité du travail effectué sur plusieurs années.
Et ça, c'est grâce au collectif, parce que telle personne a une photo où on voit qu'il y a le collègue qui apparaît, telle personne a une fiche de poste où il y a deux signatures de salariés. Donc voilà, on a réussi, mais il a fallu faire un travail assez immense de recueil des preuves, ce qui explique aussi que c'est encore long, et on espère qu'un volet pénal va aussi se greffer, dans la mesure où on a quand même ce qu'on a pu voilà, ce qu'ils ont pu vous raconter aujourd'hui. On considère que on est sur de la traite des êtres humains, donc on espère qu'un volet pénal en tout cas que le procureur se saisira de ce dossier. Est-ce qu'il y avait, c'était quoi les autres questions? Ah oui, les noms. Ah, les noms sont là. Ami, Khadija, Aïcha, Saïd, Hassan et Khalid. En fait, sur les liens du groupe, moi j'avais des collègues, je travaillais avec eux plusieurs années, et en fait ces collègues-là, on a appris à se connaître dans les conflits sociaux. En très peu de temps, on apprend à connaître les gens beaucoup plus vite qu'en 10 ans. Ça veut dire qu'en une semaine, j'ai des personnes de mon organisation de travail, ils se sont révélés que on n'avait pas, donc ça nous a créé des liens. En fait, on a juste appris à se connaître tout simplement. Et la relation de confiance, en effet, elle est importante. Moi, ce que ça m'a apporté, en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est les dynamiques en fait de domination. Et en fait, les niveaux de vulnérabilité qu'il y avait au Maroc. En fait, le dirigeant de NTI, il les mesurait. Ça veut dire déjà celles et ceux qui étaient plus vulnérables déjà au Maroc, ils étaient beaucoup plus exploités en France. Et du coup, en fait, ça m'a affiné ça, parce que sinon, en fait, quand en fait on peut être d'un pays étranger, d'être de différentes classes sociales, mais quand on arrive en France, en fait, on se ressemble tous, on est tous assimilés à la même classe. Mais sauf que le dirigeant, comme il est marocain, il avait cette grille de lecture, et ceux qui étaient la classe la plus basse au Maroc, ils ont pris cher. Voilà. Ensuite, en fait, l'ouverture, c'est que quand ils ont obtenu leurs revendications, donc là, on est à 2 revendications obtenues sur 4, et quand ils ont obtenu leurs 2 revendications, en fait, il y a d'autres groupes qui se sont organisés, et là, il y a d'autres groupes qui sont amenés et qui souhaitent dupliquer leur action. Donc, nous tous, on souhaite être évalués et souhaite aller voir ses parents au Maroc, vu que ça fait des années qu'ils n'ont pas vu leurs parents et tout, ils habitent loin d'eux. Ils voulaient créer leur futur et commencer une nouvelle vie et tout. C'était la même chose, ils voulaient ses droits et tout. Et moi, je voudrais une mutation à Marseille, il fait beau ici. alors, en fait, quand ils étaient sans papier, ils ont travaillé dans tous les métiers des usines de traitement des déchets, de tout le bassin d'emploi parisien. Donc en fait, ils ont développé des compétences sur tous les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des professionnels du secteur du déchet. Sauf qu'ils ont été embauchés 7 sur 10 en tant que trieuses et trieurs. Il y a un conducteur d'engin, conducteur de pont roulant et un agent d'entretien et d'infrastructure. Sauf que parmi eux, il y a des agents de quai, des agents de bascule, il y a des conducteurs d'engins, ils conduisaient des engins sans cassette, sans rien. Mais en fait, c'est des experts. Ça veut dire qu'il n'y a pas un engin qu'ils ne maîtrisent pas. Et en fait, aujourd'hui, leurs compétences ne sont pas reconnues. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des agents de maintenance qui font du tri.
Et l'injonction, c'est que le métier de maintenance, il est en tension. Donc en fait, l'avenir, et ça, c'était pas dans le cahier revendicatif, mais c'est ce qui se dessine dans le cahier à venir. C'est que l'avenir, pour nous, c'est que les compétences développées soient reconnues. Et que du coup, c'est ça, en fait, c'est la formation, c'est tout ce que vous avez évoqué ce matin et cet après-midi, c'est ça l'avenir. On est venu se former à vos côtés, justement, pour préparer l'avenir. Oui, merci pour votre témoignage. Je suis là et je voulais savoir finalement ce que cette mobilisation, elle avait aussi eu pour effet, en tout cas de ce que vous en avez observé, pas seulement au niveau du collectif des travailleurs qui se sont mobilisés, mais aussi au niveau de l'action syndicale. Est-ce que justement les formes de mobilisation des travailleurs sans papier dans des collectifs dispersés avec des statuts d'emploi complètement hétérogènes, est-ce que en retour ça affecte finalement le mode d'action collective, voilà, au niveau des syndicats? Je donne juste un petit exemple. Dans la sécurité privée, on rencontre aussi ces mêmes difficultés de mobilisation de travailleurs éparpillés, isolés, dispersés. Par exemple, la CGT a créé une structure départementale qui permet à des travailleurs de la sécurité privée, justement, d'avoir accès à une espèce de permanence syndicale qui fait aussi permanence juridique et qui peut les défendre, quelle que soit leur entreprise, l'entreprise qui les embauche. Voilà. Un exemple de ce que ça a pu provoquer. Voilà. Je voulais savoir si de votre côté. Quand je parlais des grèves 2016-2018, c'est justement des grèves en interprofessionnel. C'est-à-dire que c'est somme d'individus qui vient un collectif. Là, en fait, la différence, c'est que c'était un conflit, comment on dit là, c'est la profession uniquement. C'est ça, c'est un conflit du déchet. Et avec Je veux vous remercier. Avec, entre collègues, un collectif de travail, en fait. C'est pas un collectif au sens d'un défaut parce qu'il n'y a pas un syndicat. C'est le syndicat avec un collectif de travail. C'est pas un collectif syndical, c'est un collectif de travail qui s'est appuyé sur le syndicat. C'est ça la différence en fait, et c'est ça que j'évoquais tout à l'heure qui est un peu innovant, parce que jusque-là on a connu des grèves interprofessionnelles, et à travers là c'est le syndicat du déchet de Veolia qui a porté les travailleuses et travailleurs sans papier qui travaillaient chez Veolia. Mais on n'aurait pas pu le faire si nos aînés n'auraient pas fait ces grèves interprofessionnelles, puisqu'on s'y est appuyé, on s'y est inspiré et on s'y est formé. Oui, alors juste deux mots effectivement pour conclure cette journée. On n'a pas vraiment préparé avec Jean-Paul, j'improvise, mais bien à côté de moi peut-être pour dire deux mots. Vous dire d'abord qu'on est très honorés en fait de votre présence et qu'on vous souhaite un chemin meilleur pour la suite que celui que vous avez traversé jusqu'à présent. A priori, vous êtes bien accompagnés, puis votre collectif il a l'air d'être bien solide. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est effectivement d'obtenir gain de cause dans vos procédures. Et je suis sûre qu'Alexandra et Jean-Paul nous donneront des nouvelles et vont relayer dans leur propre recherche en fait votre histoire collective. C'est un moment pour dire tous les intervenants. Alors il y en a certains qui sont partis, mais bon, c'est pas grave. Remercier tous les intervenants qui sont intervenus cette journée. À la fois les membres du collectif Scapin, le moment de dire aussi que ça a été une aventure formidable pour nous ces 4 années de recherche. Avec certains on se connaissait plus, avec d'autres moins, mais on a tous été ravis en fait de travailler ensemble. Je crois qu'on a travaillé chacun avec notre sensibilité, notre discipline. On a pu faire des choses chouettes. En tous les cas, c'est mon point de vue et j'en suis très heureuse. Merci encore une fois aux membres du comité d'experts. Il en reste 2. Jean-Michel Banvert, François Xavier, non, Sylvie, pardon, je t'oubliais, Sylvie Monchâtre aussi. Et puis merci à tous qui nous ont accompagnés, à ceux qui sont présents encore aujourd'hui, qui font vivre ce débat. J'ai rien de plus à dire, je te laisse la parole. Rien d'autre à ajouter. Merci pour les personnes qui sont pas non plus, les personnes qui sont pas intervenues. Merci également pour leur présence. Merci beaucoup.
J'ai oublié quelque chose d'essentiel. Il va y avoir une projection de dessin, en plus de me le dire tout à l'heure. Mathias, je crois, tu vas nous faire partager en fait les dessins, voilà, que tu as pu, que nos échanges ont pu t'inspirer pendant la journée. On te remercie vivement. C'est des choses que l'on va évidemment garder de manière précieuse pour introduire dans nos futures publications. C'était un peu le projet quand même, et ça s'arrête pas là. On va continuer ensemble et on en est ravis. Je laisse regarder chacun, je me tais. Merci.